Très bien. Merci. Maintenant, je vais demander à Jérôme Koller et aux intervenants de la deuxième table ronde, Camille Claverie de cette maison, Fanny Fournier de l'Opéra de Bordeaux, Monia Trichy du Théâtre du Châtelet, Bénédicte Viard pour la Société des Amis de Versailles et Adèle Ziane pour le Musée du Louvre, de nous rejoindre. Merci. Donc, le thème de cette table ronde, c'est évidemment comment les institutions culturelles ont traversé la crise en 2020-2021 et comment elles se sont organisées, comment elles ont repensé leur stratégie pour y répondre. Merci. Merci beaucoup Robert et merci au ministère de la Culture et à l'Opéra Comique. C'est effectivement, comme disait Anne-Claire, c'est un grand plaisir d'être ici. Je vais vous présenter les intervenants par ordre alphabétique et en fait, on va peut-être pas passer énormément de temps sur le contenu des institutions, mais plutôt sur se présenter eux-mêmes d'une part et puis tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec peut-être l'audience habituelle des institutions et si la part de mécénat a baissé, augmenté, resté stable. Alors, que je ne me trompe pas dans l'ordre alphabétique, mais c'est Camille Claverie, qui est de l'Opéra Comique, Fanny Fournier, qui intervient pour le Théâtre National de Bordeaux, ensuite Monia Trichy, qui est directrice du développement du Châtelet, du Théâtre du Châtelet, et Bénédicte Viard, qui est la directrice générale adjointe des Amis du Château de Versailles, et Adèle Ziane, qui est directeur des relations extérieures du musée du Louvre. Voilà. Je me présente très rapidement. En fait, moi, je dirige une société qui s'appelle l'Initiative Philanthropique et qui conseille ces institutions. En fait, à partir du moment où les chiffres ont été exposés, moi, je m'occupe plus de stratégie et de développement. Et en fait, j'ai eu l'immense plaisir à la fois de cofonder la chaire philanthropie, de travailler avec Monia quand elle était au Théâtre de la Colline, de travailler avec l'Opéra Comique aussi sur son développement, et il y a très longtemps de travailler pour le Louvre pour développer les activités du Louvre aux États-Unis. Donc je vous propose, en reprenant l'ordre alphabétique, c'est-à-dire en commençant par vous, Camille, de nous dire un peu quel a été l'impact de la crise en chiffres. Enfin, en chiffres ou comme vous voulez. Oui. Alors peut-être que je peux commencer par donner quelques éléments de contexte pour un petit peu mieux expliquer le fait qu'on n'ait pas eu un impact négatif de la crise sur notre mécénat à l'Opéra Comique. En fait, on est arrivé avec une réorganisation de l'équipe mécénat en octobre 2019 et avec la définition d'une nouvelle stratégie de mécénat avec pour objectif notamment d'augmenter le mécénat dans les années à venir. Et en fait, la crise a complètement modifié la stratégie qu'on avait mise en place, mais elle a eu un effet accélérateur qu'on n'aurait pas forcément anticipé à ce point. Et du coup, l'impact sur le mécénat a été vraiment positif puisqu'on a quasiment doublé le mécénat en 2020, ce qui n'était pas forcément attendu et qu'on peut expliquer par beaucoup d'éléments en fait. Je pense que ce qui a été clé, c'est que le théâtre n'a jamais vraiment fermé, à part pour le premier confinement. Dès le mois de juin 2020, Olivier Mantelli a tout de suite voulu rouvrir les portes, voulu recommencer avec des petites formes et commencer à accueillir le public à nouveau. On n'a quasiment annulé aucun spectacle et à chaque fois, les spectacles ont été juste transposés dans de nouvelles formes, où en fait, on avait fait énormément de captation audiovisuelle. Donc on a toujours gardé le lien avec le public et avec les mécènes. Et ça a été quelque chose de vraiment très important pour nous pendant toute cette période. Pardon. Oui. Excusez-moi. Fanny, du coup, comment est-ce que vous avez ressenti les choses? Parce que en fait, ce que vous me disiez, c'est que c'est assez différent la façon dont le théâtre était positionné d'une part et s'est positionné aussi avec la crise.
Oui. Quelques éléments de contexte aussi avant de vous parler de l'impact de la crise sur le mécénat à l'Opéra de Bordeaux. Déjà, on est un service nouveau. Le service mécénat et développement de Bordeaux, développement à l'Opéra de Bordeaux a que 4 ans. Et puis aussi, on est un opérateur culturel en région. Ça fait une grosse différence. En introduction, Lucas Haller disait que la culture est un enjeu territorial. Je ne peux que être d'accord, bien sûr, et je dirais même plus, le mécénat est aussi un enjeu territorial. Les mécènes, comme les bénéficiaires du mécénat, n'ont pas du tout les mêmes habitudes et les mêmes façons de fonctionner, qu'on soit en région ou qu'on soit à Paris. Donc, pour rejoindre ce que disait un petit peu Camille, la crise pour nous a été aussi un accélérateur de pistes de développement qu'on voulait mettre en place, qu'on n'avait pas encore eu le temps de faire. Là, on a eu le temps de le faire. On s'est notamment attaqué à des sujets de fond comme le don en ligne. Et pour répondre à votre question, Jérôme, sur l'impact en chiffres, nous aussi, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir des recettes qui ont augmenté en 2020. C'était assez inespéré. C'est beaucoup dû, et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, à ce qu'on a appelé, nous, les billets solidaires, c'est-à-dire vraiment l'abandon de remboursement de places de spectacle qui étaient annulées en raison du Covid et la transformation en dons. On a eu un vrai élan de générosité de nos spectateurs là-dessus. Et on a eu aussi la chance de maintenir le mécénat des entreprises qui étaient déjà bien développées. Donc, un impact plutôt positif et une crise qui a été synonyme d'opportunité. Merci beaucoup, Monia. Et je voulais juste remercier Monia aussi beaucoup parce qu'elle a accepté au pied levé de venir hier soir. Donc, merci beaucoup, Monia. Alors... Eh bien, au Théâtre du Châtelet, ça nous a pas mal impacté parce que en 2019, c'était l'ouverture du Théâtre du Châtelet et du coup, on arrivait avec un nouveau projet. Je rejoignais Thomas Loriot-Di-Prévost et Ruth Mackenzie et puis on a eu les grèves, les gilets jaunes et puis et malgré tout, on a commencé à construire cette nouvelle direction que je dirige, qui était une direction de développement des ressources, mais aussi des projets. Et ce que j'ai entendu en arrivant à peine, c'est de vérifier que la co-construction avec les partenaires mécènes a été pour nous très importante dans toutes les directions qu'on voulait développer dans notre projet artistique, que ce soit d'accessibilité, de programmation innovante, et on a eu un démarrage en termes aussi de recettes qui était importante, mais aussi en termes de public et d'innovation avec les projets, soit dans le numérique, soit avec les publics du Grand Paris et les partenaires culturels. Donc ça a été, tout à l'heure j'entendais un accélérateur pour nous aussi, qui a été suspendu, mais qui a été, avec le Covid, mais qui a été en fait très créatif, malgré toutes les crises qu'on a traversées au Théâtre du Châtelet. Bénédicte, du coup, alors vous êtes, juste pour préciser, vous êtes aux Amis de Versailles. Vous pouvez préciser les rôles, la répartition des rôles en termes de mécénat et de philanthropie, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc effectivement, moi je ne vais pas parler du mécénat du Château de Versailles, mais de l'action de la Société des Amis et en quoi elle a pu être impactée par cette pandémie. La Société des Amis de Versailles, c'est une association, je vais donner un chiffre, c'est le plus important, qui a apporté au château 10 millions d'euros, un peu plus de 10 millions d'euros depuis 2009. C'est un chiffre que tout le monde n'a pas forcément en tête. Et pour l'apport ces dernières années de la Société des Amis de Versailles, il n'a pas été tellement impacté pour le montant apporté à château d'une année sur l'autre.
Ce qui compte pour nous, c'est l'action dans la durée. Et cette action dans la durée, elle se fait avec un modèle un peu particulier qui est celui des sociétés d'amis, qui est de s'appuyer sur justement les amis. Donc ces 10 millions d'euros et les montants que nous apportons au château, nous le faisons grâce à des amis, plus de 5000 membres de l'association et donateurs dans le monde entier. Donc ça n'est pas non plus une stratégie que territoriale et locale. Et donc en termes de mécénat, les chiffres n'ont pas changé. Plus important pour nous, c'est justement ce nombre d'amis et la manière dont il a évolué et été impacté par cette pandémie. Et de ce point de vue-là, en fait, la crise était engagée bien avant la pandémie, avec des enjeux de renouvellement des membres, de développement, et notamment avec une bonne articulation en synergie et en confiance des actions avec ce que faisait l'établissement public qui développe dans le même temps une carte d'abonnement, des stratégies de mécénat professionnelles et efficientes. Donc la crise, elle était là avant. Donc le deuxième chiffre important, c'est pas que le montant du mécénat, c'est le nombre de membres, le nombre de mécènes qui soutiennent la Société des Amis. De ce point de vue-là, en fait, la crise ne nous a pas tellement impactés, et ça, c'était une bonne nouvelle. Quand je dis qu'elle ne nous a pas impactés, c'est qu'en fait, chaque année, on perd 25% de nos membres, c'est normal. Ce qui a changé, c'est que cette année, on ne les a pas regagnés, alors que d'habitude, on les regagne, parce qu'évidemment, c'est plus facile de développer des nouveaux membres quand les châteaux, les musées sont ouverts. Juste pour finir, parce qu'après on en reparlera, alors j'ai exactement la même remarque que celle qui a été formulée, de dire que cette pandémie, en fait, elle a été vraiment un catalyseur pour accélérer des projets qu'on avait en tête, mais qu'on n'avait pas pensé mettre en œuvre si rapidement, du point de vue de la numérisation, du point de vue de la diversification des sources de collecte. Et juste pour finir, je voudrais dire, parce que la table ronde précédente l'a dit, nous, vraiment, ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, tous nos membres et mécènes sont mobilisés en mode projet. Mais le projet, c'est quoi? Ce n'est pas le projet de mécénat, c'est le projet d'apporter ensemble quelque chose à une structure culturelle qui, chez nous, est le château de Versailles. Mais du coup, voilà, ce mode projet, voilà, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit précédemment. C'est vraiment la bonne manière d'avancer en s'appuyant sur les gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble et qui, de fait, vont aussi devenir ambassadeurs. Donc, c'est un modèle vertueux, viral. Voilà. Merci beaucoup, Bénédicte. Et du coup, je me tourne vers Adèle, parce qu'on a vu dans les chiffres précédents que le Louvre semblait moins impacté que certaines grandes institutions. Est-ce que ça a été le cas? Comment est-ce que vous avez réagi? Oui, merci. Effectivement, moi, je voudrais redonner quelques petits éléments de contexte aussi pour le Louvre, parce qu'on a aujourd'hui plusieurs représentants de différentes institutions et de diverses disciplines, j'ai envie de dire, du monde culturel. Et c'est vrai que pour le musée du Louvre, le moment difficile, ça a été la fermeture du musée, qui s'est prolongée d'abord dans le premier confinement de mars à juillet 2020, puis lors du deuxième confinement de octobre jusqu'à je crois, avril-mai à peu près. Donc on a déjà eu un premier sujet à traiter qui était de ne pas avoir de visiteurs dans le musée. Partant de ce principe, de cette situation, pardon, en 2019, il y avait 10 millions de visiteurs au musée du Louvre. En 2020, on était à 2,5 millions. Et en 2021, on va être dans cette tendance à peu près. Ce qui veut dire que cette perte de contact avec les visiteurs, cette capacité à aller chercher les publics, à les accueillir au sein du musée du Louvre, ça a forcément une conséquence sur la manière dont on va pouvoir œuvrer, travailler et échanger avec nos partenaires et les mécènes au premier chef. On a beaucoup parlé de numérique juste avant. Effectivement, je pense que des institutions un peu plus, j'ai envie de dire, étendues en termes de ressources humaines ont pu tirer un peu plus leur épingle du jeu dans cette situation, pour la simple et bonne raison qu'on a pu, je donne l'exemple donc du musée du Louvre, réorienter l'activité de nos équipes vers le lien avec les publics et le lien avec les mécènes. Ce qu'on a pu vivre lors de ce premier confinement, et c'est ce que je pense a permis un peu de limiter les dégâts en termes de recettes de mécénat, cette capacité des équipes à entretenir le lien avec les partenaires, échanger avec eux. Bien sûr, ça ne suffit pas sur la durée. Poursuivre les projets qui
qui avaient pu être lancés. Effectivement, vous parliez de la logique de projet, de co-construction de projets avec les partenaires. C'est ce que nous avons essayé de faire en 2020 et ce qui a permis, je pense, de limiter un peu les dégâts du point de vue de la baisse des ressources de mécénat. Par contre, il y a un point, et peut-être qu'on va l'aborder pour la suite, qui revient et qu'on n'a peut-être pas abordé sur la suite, c'est qu'on a parlé de la réorientation des moyens, des partenaires financiers, des mécènes vers le social, vers la santé. Évidemment, on en parlait avec Robert pendant le premier confinement. On s'était appelé, je me rappelle très bien, en avril. On avait commencé à échanger sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les retours des mécènes, des partenaires. Évidemment, je pense qu'il y avait la question de la trésorerie pour les uns et les autres. On en était tous là. Quand je parle de 10 millions de visiteurs au Louvre, 2,5 millions l'année suivante, l'impact sur la billetterie a été catastrophique. On a à peu près 80 millions d'euros de recettes de billetterie habituellement. On fait le calcul avec 2,5 millions de visiteurs, c'était 15 millions d'euros. Et on a eu tous ces débats sur la culture, besoins essentiels, biens essentiels, faut-il aller vers la culture, aller vers le social, la santé. Moi, je pense qu'il y a un point quand même durant cette crise qu'il faut qu'on évoque entre nous, je pense, c'est la question de l'explosion des inégalités. On parlait de fracture. Le numérique, effectivement, a permis de maintenir le lien avec les visiteurs et de permettre de préparer la reprise. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que cette crise du Covid, elle a mis en évidence la fracture du point de vue du social, bien évidemment, du point de vue de l'accès à la santé, du point de vue du logement, puisque les personnes confinées ne vivaient pas la situation de la même manière en fonction de leur habitat, et bien sûr la fracture par rapport à l'accès à la culture. Ceux qui avaient encore moins accès à la culture, qui n'avaient pas accès à la culture de manière physique avant la crise du Covid, ont vu cette fracture s'accélérer. Parce que fondamentalement, le numérique, ça demande des moyens chez soi pour y accéder. Ça demande des capacités aussi à aller chercher l'information, à trouver des éléments pour se nourrir, pour s'occuper, pour se divertir, disaient certains pendant le confinement. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pour l'avenir, c'est une première piste, moi je pense qu'on ne peut pas opposer, et les mécènes, nos partenaires sont dans cette logique-là, je pense aussi, on n'oppose pas les projets sociaux, les projets on va dire santé, on n'oppose pas les projets. Il y a un enjeu commun aux uns aux autres, c'est comment la culture, qui est un bien essentiel, doit être en capacité, avec tous les partenaires que nous sommes ici, de travailler à la réduction de ces fractures et de ces inégalités par rapport à l'accès à la culture. Et quand on parle de mode projet, je pense que justement on n'est pas dans cette opposition entre les thématiques, mais que la culture doit participer aussi de cette reprise qui est en train de s'ouvrir progressivement. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement c'est un sujet qu'on va garder et aborder peut-être un peu en fin de table ronde. J'ajouterais juste un public concerné, c'est les étudiants. Parce qu'il y a les étudiants, entre guillemets, qui accèdent aux institutions, et puis il y a les étudiants en histoire de l'art, en marketing des institutions culturelles, beaux-arts, etc., et qui ont été énormément touchés par la crise de manière générale. Maintenant, j'aimerais aborder peut-être des éléments un peu plus précis sur la façon de gérer la crise. Paradoxalement, et par rapport à la table ronde qui a été évoquée tout à l'heure, à partir d'un constat qui est le cas pour toutes les institutions culturelles, c'est-à-dire soit une énorme baisse de billetterie ou une énorme baisse de l'audience, etc. En fait, les uns et les autres, vous m'avez dit que finalement, cette période vous avez permis soit de réfléchir un peu plus à votre stratégie, soit développer de nouvelles politiques d'accès au public, développer de nouveaux outils virtuels dont on a parlé. Et alors, vous, Fanny, je me rappelle que vous m'avez dit notamment que ça avait permis finalement de vulgariser, entre guillemets, le mécénat au niveau local et auprès des entreprises, et que du coup, vous aviez pu mener certaines opérations dans les visites virtuelles dont vous m'avez parlé, de manière beaucoup plus concrète. Oui, alors pour rebondir sur la première partie de votre question, donc comme je vous disais, l'action de mécénat à l'Opéra de Bordeaux est assez récente. Donc dans notre travail, on a énormément de pédagogie à faire, que ce soit en interne ou en interne, pour expliquer ce qu'est le mécénat, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter aux différentes parties. Et la crise, elle nous a vraiment aidés dans ce travail de pédagogie.
tout simplement, ne serait-ce que pour expliquer, vulgariser le modèle économique de la culture, dire qu'une maison d'opéra ou un musée est notamment financé par des ressources propres, par des recettes de billetterie, et que si on n'a pas de spectacle, on n'a pas de recettes de billetterie. Donc rien que pouvoir expliquer ça à un moment donné à nos spectateurs et à nos mécènes, c'était quelque chose d'assez important. Donc ça, c'est pour le côté, la première partie de votre question sur qu'est-ce que ça a aidé à passer comme message. Et votre deuxième question, c'était sur les nouveaux outils qu'on a mis en place, c'est ça? Oui, et les nouvelles actions, vous m'aviez notamment parlé d'une entreprise qui avait développé des visites virtuelles. Alors ça, c'est plutôt sur le côté qu'est-ce qu'on a fait pour garder le lien avec nos mécènes. Je pense qu'autour de cette table, on a tous fait la même chose. On a essayé de garder le lien, notamment avec les outils numériques dont nous parlait Adèle. Donc on a essayé de faire ça. Adèle, vous disiez aussi qu'il y avait des problèmes de ressources humaines. Donc nous, typiquement, on était 2 personnes avec 2 personnes au mécénat. Au niveau du digital, on a une seule personne à l'Opéra pour gérer le site internet, les réseaux sociaux, etc. Donc clairement, on a essayé de bricoler, mais on a expérimenté aussi, on a profité de cette période pour expérimenter, on s'est amusé aussi. Donc en termes de contrepartie, pour garder le lien, on a fait ce que beaucoup, je pense, d'autres institutions ont fait. On a fait des rencontres en digital. On a fait précéder nos retransmissions de spectacles de rencontres avec les artistes ou avec des dramaturges. On a fait des rencontres digitales, encore une fois, avec des artistes. Et après, ça, c'était ce qu'on avait mis en place nous-mêmes au sein de l'institution. Et on s'est aussi beaucoup appuyé sur nos mécènes pour inventer des nouvelles formes de contrepartie. On a vraiment été dans la co-construction, par exemple avec une entreprise qui est installée à Bordeaux qui s'appelle Cdiscount, qui est donc partenaire de l'Opéra national de Bordeaux et qui nous a proposé pas mal de choses sur le numérique. Et on a fait notamment avec eux une visite virtuelle du Grand Théâtre, puisque eux s'appuient sur le partenariat vraiment pour leurs salariés. Et donc, on avait d'habitude beaucoup de rencontres en physique dans leurs locaux pour leurs salariés. Et là, ces rencontres se sont faites en digital. Ils ont fait cette visite virtuelle, ils l'ont proposée donc à leurs salariés. Et ensuite, nous, ils nous ont donné la possibilité de la proposer également aux salariés de toutes nos autres entreprises mécènes. Donc c'est vrai que pendant cette période de rupture de présence dans les salles, dans les théâtres, c'était un outil qui était utile. Cette visite virtuelle du Grand Théâtre, des ateliers aussi autour de nos artistes. On a fait un atelier de réveil musical, réveil de la voix avec notre chef de chœur, réveil du corps avec un de nos danseurs. Donc pareil, c'était des ateliers digitaux qui étaient proposés le matin par l'entreprise. Merci beaucoup. Camille, vous m'avez en fait parlé de beaucoup de changements et de beaucoup de choses. C'est-à-dire que juste avant la crise, déjà, vous étiez en train de réfléchir au niveau de l'opéra comique à un nouveau plan stratégique. Ça, c'est une chose. Et que finalement, la crise, à la fois a accompagné votre réflexion et accéléré, notamment sur des outils internes. Et vous me disiez qu'aujourd'hui, par exemple, si mes souvenirs sont bons, hein, votre fichier avait été étendu en fait à tout votre fichier public, et que d'autre part, vous aviez aussi réfléchi, enfin non seulement réfléchi, mais vous avez créé un autre site internet où vous avez actualisé le vôtre. Donc là, vous avez finalement exploré énormément de pistes dans cette période très particulière. Oui, effectivement. Je pense qu'à la fois le service mécénat et aussi tous les autres services de l'opéra comique ont vraiment mis à profit cette période pour développer plein de nouveaux outils, que ce soit des nouvelles bases de données, un nouveau site internet, un nouveau logiciel de billetterie. Mais je pense qu'on a été nombreux dans le secteur culturel aussi à profiter de cette période pour repenser nos outils digitaux. Ce qui a été peut-être assez fascinant avec cette crise, c'est qu'on a aussi pu gagner un lien avec les artistes qui était beaucoup plus facile qu'auparavant, parce qu'en fait, on est toujours pris dans le tourbillon de l'activité qui est extrêmement dense ici, extrêmement forte. Et avec les différents confinements, on a eu ce besoin de garder le lien avec les mécènes, de créer des événements digitaux, des rencontres, d'appeler nos différents mécènes. Et les artistes étaient beaucoup plus disponibles, on a eu accès à eux beaucoup plus facilement. Et il y a cette proximité aussi qui a été créée, qui est très belle et très forte. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans une salle, à voir un metteur en scène qui parle depuis le plateau pour s'adresser à une audience de 30 personnes, quand il peut parler directement aux mécènes sur Zoom, qu'on le voit en gros plan et que chaque mécène peut poser sa question, on a un rapport à l'artiste qui est différent et qui a beaucoup plu à nos mécènes et qu'on a réussi à fidéliser. Je dirais aussi que c'était la première fois qu'on avait un petit peu l'autorisation de solliciter notre public parce qu'on avait besoin de financement lors du premier confinement. Donc on a lancé des appels à dons
à tout le fichier, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Et ça a bien fonctionné. Et l'opération aussi de transformation des places en dons, comme Fanny l'a fait également, est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné pour nous parce qu'on a eu à peu près 680 donateurs de places en 2020, ce qui étaient des donateurs qu'on n'avait pas auparavant. Et au niveau du mécénat individuel, on est passé de 90 mécènes individuels à plus de 1000. Donc c'est aussi pour nous un enjeu aujourd'hui de comment les fidéliser, comment garder ce lien qu'on a créé pendant le confinement, comment aussi créer des formes hybrides aujourd'hui qu'on peut revenir dans les salles. Est-ce qu'on ne peut pas continuer aussi à avoir quelques Zooms, mais même si tout le monde en a un petit peu marre parfois. Et voilà, c'est toutes ces questions qu'on a pu se poser et qui ont été très intéressantes pendant cette période. Merci. Monia, en fait, vous avez abordé en quelque sorte une double difficulté parce qu'il y a l'arrêt des activités du théâtre, enfin les représentations et autres. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que votre métier, c'est à la fois du développement, mais associé à des projets. Or, je suppose qu'un certain nombre de projets étaient liés aux activités. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça et comment ont réagi les mécènes sur cela ? Oui, alors... en fait, quand on a commencé à réfléchir à cette direction du développement des publics et du développement des ressources et des partenaires, on a fait une direction en l'appelant public, partenaire, mécène. C'est-à-dire que tout le monde était... il n'y avait pas le mécène d'un côté, le public de l'autre, c'était tous ensemble. Et ce qui était assez intéressant pendant cette période, c'est que, évidemment, ça s'est arrêté. Et nous, on était dans des élans, soit avec des partenaires qui sont des mécènes et qui nous ont accompagnés autour d'un programme qui s'appelle la Fabrique citoyenne artistique et qui voilà, concerne 400 jeunes en lycée professionnel du Grand Paris et qui, pendant ce temps, venaient au théâtre, on allait présenter des ateliers artistiques dans leur lycée. Et puis, quand ça s'est arrêté, les profs, en fait, les professeurs se sont retournés vers nous en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment, et puis surtout ce public-là, comment continuer à rester en lien, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, Adèle, voilà, ils n'avaient pas les outils, en fait, ni d'ordinateur pour faire des zooms, etc. Et ça a été très intéressant parce qu'avec les partenaires, donc les mécènes qui soutiennent la Fabrique artistique citoyenne, on a eu beaucoup de Zooms et on a décidé ensemble de se dire, bon, bah, en fait, ils ont des téléphones, donc on va créer un Insta et on va essayer de faire une communauté dédiée et pour qu'ils puissent être en lien et que les artistes et ce public puissent communiquer. Et ce qui a été très intéressant, c'est que de leur confinement, de leur dite banlieue, ils se sont connectés à l'Insta Châtelet-Fabka et ils nous ont envoyé des choses. Donc, on a travaillé sur des formes musicales, des ateliers participatifs. Ils ont joué le jeu. Donc, au début, il y en avait 10, 20, 30. Et puis, tous sont venus parce qu'ils y trouvaient du plaisir. Et puis, les artistes ont pu communiquer avec eux en lançant des consignes, des chorégraphes du Ballet national de Marseille, la Horde. Et puis, il y a eu une émulsion. Et du coup, on s'est senti... c'était non seulement vivant, mais on était en lien, on partageait ensemble. Et c'était tous ensemble. Et de la même manière, on a créé un festival après-demain. Et Bloomberg Philanthropie, les fondations Edmond de Rothschild, qui étaient partenaires avec nous et qui n'avaient pas l'ambition de créer un festival. Mais à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi après-demain ? Et on s'est mis ensemble et on s'est dit, tiens, bah oui, il y a l'environnement, il y a ces questions-là. Qu'est-ce que ça nous parle à nous, artistes, citoyens ? Et en 10 jours, on crée un festival avec le chorégraphe Boris Charmat qui était à Berlin, avec Rokia Traoré au Mali, et puis tout d'un coup, ça devenait international et on s'est dit, ah mais en fait, ce qu'il faut, c'est de l'argent
pour faire des créations, oui, mais des créations dédiées au numérique, avec des formats courts pour que les gens, parce que nous, on a vu tous les spectacles via le Zoom et le numérique, mais une fois qu'on a vu un opéra, un concert, une pièce de théâtre, et c'était magnifique, que ce soit accessible à tous. Évidemment, ça ne remplace pas le présentiel, mais le format aussi de l'attention. Et nous, on s'est dit, bah, tiens, il faut trouver des formats dédiés. Et aussi de dire, on a travaillé lors de ces festivals, et j'ai une pensée toute émue à Christian Boltanski, qui tout d'un coup a dit, mais il faut que tout le monde soit artiste. Et il avait fait en 1993 un Do It. C'était une exposition avec comme protocole l'écriture qui parle à chacun. Et il a dit, OK, en 2020, on refait un Do It. Et on a sollicité l'école des Beaux-Arts, des artistes, et hop. Et donc, en fait, c'est tout pour vous dire que c'est une émulsion, en fait, du tous ensemble, et de se dire, qu'est-ce qu'on fait après ça? Et comment est-ce qu'on revient? Et il faut rester aussi dans les deux supports, le numérique et le présentiel. Je vais te reprendre la parole une seconde, parce que c'est un point aussi qu'on abordera plus tard. Adèle, en fait, c'est une impression, hein, mais c'est comme si vous étiez devant un orgue absolument immense et que vous aviez des leviers pour intervenir tant en interne que pour toucher les publics et autres. Comment est-ce que finalement vous avez joué sur ces différents leviers qui sont extrêmement larges pour un musée tel que le vôtre? Moi, ce que je retiens, c'est vrai que on s'en reparle de cette période de crise, etc. Ça a été une période de grande inventivité, en fait, de grande innovation. On s'est un peu tous réinventés. Et c'était l'occasion de se dire, bon, tout ce qu'on avait voulu faire auparavant, mais parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on était pris dans les paradigmes, dans les manières de fonctionner, les manières de travailler. Là, le confinement nous obligeait tous et toutes, chez nous, à travailler par les outils numériques. Donc ça a été un grand accélérateur aussi. On a pu enfin avoir Teams au Louvre, donc ça, c'était une très belle avancée. Et Zoom également, ce qui a facilité le travail par la suite. Mais vraiment de se dire, justement, on peut ouvrir les vannes. On se retrouvait effectivement dans des réunions avec une vingtaine de personnes, des membres de l'équipe. J'ai une idée, on peut faire ça sur les réseaux sociaux. Profitons aussi de la période, tous ces tournages et ces accueils de photographes naissants qu'on ne peut pas accueillir en temps normal parce que ou difficilement là ont été fermés. Donc on pouvait les accueillir, leur donner carte blanche pour pouvoir prendre des photos du musée du Louvre, les poster ensuite sur Instagram. Il y a eu l'opération aussi Culture chez vous qui avait permis ensuite, grâce au ministère de la Culture, d'un peu donner un hashtag qui avait permis de rassembler l'ensemble et donner une visibilité plus grande. Ça a été une vraie occasion aussi d'expliquer, en termes de pédagogie, comment fonctionne un budget d'un établissement, ce qui est souvent de l'ordre de quelque chose de très compliqué pour le citoyen lambda. Et là, on a pu expliquer la billetterie, le soutien de l'État et le soutien important des mécènes. Et de retourner un petit peu, c'était l'occasion aussi pour les journalistes de venir nous solliciter, nous sonder sur comment vous travaillez avec les mécènes, d'avoir ces papiers pédagogiques qui permettaient de faire avancer les choses. Effectivement, Jérôme, vous me disiez, dans ma direction, donc on a l'équipe, la sous-direction du mécénat et des partenariats commerciaux au sens large. C'est vrai que le mécénat en tant que tel, en 2020, n'a pas été impacté. J'ai envie de dire, dans le cadre de ces recettes de développement, il y a vraiment le mécénat et tout ce qui est lié au parrainage, aux associations d'images, les concessions et un autre levier qu'on a activé plus fortement au cours des dernières années, le développement de la marque au sens licence de marque, développement de produits, etc. Donc les concessions ont évidemment énormément pâti, les restaurants, la fermeture de l'établissement, le Covid, les établissements partenaires s'agissant de la restauration ont connu une vraie baisse évidemment de leur chiffre d'affaires, mais notre capacité, j'ai envie de dire, on revient à cette logique de projet, le lien avec les sociétés d'amis aussi, les Amis du Louvre, les American Friends, qui ont répondu présent aussi en termes d'acquisition d'œuvres, de projets de restauration. Tout cela fait que ensuite, le lien avec nos partenaires, nos mécènes individuels, mécènes entreprises, tout cela a fait que, comme vous le disiez, le fait au Louvre d'avoir plusieurs types de levée de fonds et de recherche de mécénat font que ça s'est équilibré
au final. On a effectivement vu peut-être une baisse du côté mécénat entreprise, et ça, j'y reviendrai. On l'a évoqué dans la table ronde précédente, mais Julien est parti. Je pense qu'il y avait vraiment, je pense qu'on était toutes et tous, quelle que soit notre institution, dans une logique de la trésorerie s'effondre, comment on pallie la situation, comment on trouve des solutions à court terme pour permettre à notre trésorerie de tenir. Mais les échanges ont toujours été, j'ai envie de dire, avec nos mécènes, fructueux, au sens des idées et des projets, dans un premier temps. Et j'en reviens à cette problématique. Je ne sais plus qui évoquait le RSE, la responsabilité sociale. Je le redis aussi, l'éducation, on en parlait, ce que vous disiez, Monia, sur quand on va être en capacité, à travers ces projets innovants, d'aller toucher des publics qui ne viendraient pas dans nos établissements en temps normal, parce qu'un projet éducatif, c'est un projet éminemment social. J'en reviens à cette logique, il n'y a pas de distinguo. Quand on travaille avec la Fondation RATP, qui a renouvelé son partenariat cette année pour nous accompagner dans l'accompagnement d'enfants qui sont loin de Paris, pour mettre à disposition des bus pour qu'ils puissent venir au musée du Louvre, on est dans un projet éducatif, mais on est dans un projet éminemment social également. Et je pense qu'on répond aussi à ces enjeux et à ces préoccupations que nos mécènes, à juste titre, parce que la société, la situation de notre société aujourd'hui l'impose, nous permettent de répondre à ces défis. Merci Adèle. Il y a quelque chose sur lequel je voulais aller un tout petit peu plus profond. D'abord, il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, à part dans la première introduction, c'est que presque tous vous avez dit à un moment ou à un autre que vous aviez à la fois bénéficié du soutien des collectivités locales ou de l'État, qui est quand même le premier, entre guillemets, le terme premier mécène a été évoqué, mais je crois que la fidélité des institutions publiques, enfin des collectivités locales ou nationales, ont permis beaucoup de choses. Et d'autre part, c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément abordé, mais aussi les grandes fondations familiales. J'ai eu la chance de travailler pour la Fondation Carasso et je sais que non seulement ils ont maintenu, mais voire augmenté pour pallier à un certain nombre de problématiques. Et du coup, ce qui m'intéressait comme question, en commençant par vous, Fanny, c'était finalement quelle a été la réaction des mécènes et éventuellement des grands mécènes, parce que vous évoquiez là aussi la fidélité, l'écoute, ce type de choses qui existent, mais peut-être qui ont été accentuées par la crise. Oui, exactement. C'est vrai que depuis le début de la table ronde, on parle beaucoup de l'innovation et de toutes les nouvelles formes de mécénat qu'on a pu mettre en place, parce que c'est ce qui a changé. Mais c'est vrai que ce qui nous a beaucoup marqué, c'était la fidélité et le soutien de nos mécènes, mais vraiment un soutien sans faille. Je pense que tout le secteur de la culture, tous les acteurs autour de cette table étaient vraiment en grande détresse, et que ce soutien qui a été très spontané, les mécènes existants et les spectateurs pour l'Opéra de Bordeaux, un soutien très, très spontané qui nous a vraiment beaucoup aidés. Donc nous, au niveau des entreprises mécènes engagées, elles ont toutes maintenu leur soutien à un niveau équivalent. Elles nous ont toutes vraiment témoigné leur solidarité de manière très spontanée en disant c'est maintenant que vous avez besoin de nous, donc on reste, on est là, vous pouvez compter sur nous. Donc pour nous, jeunes structures de mécénat, c'était vraiment un peu une épreuve, cette crise, et ça a bien démontré de la fidélité et du soutien de toutes ces entreprises mécènes. Idem pour les spectateurs, les billets solidaires, on en a parlé, l'abandon de remboursement, on avait le projet de le faire dès le début, de mettre en place cette possibilité, et des spectateurs, d'eux-mêmes, avant qu'on ait eu le temps de formaliser cette démarche, nous ont dit on veut abandonner nos billets en soutien à l'Opéra de Bordeaux. Donc vraiment un soutien très, très spontané. Et juste une dernière petite chose, Jérôme, vous parliez des fondations d'entreprises, des fondations familiales. Alors, on a beaucoup parlé des outils numériques qui ont été mis en place pour apporter la culture, mais il y a aussi des outils qui ne sont pas numériques et qui sont encore, pour vous donner un exemple, avec une fondation qui est la fondation d'entreprise Philippine de Rothschild, qui est basée donc à Pauillac. Pauillac étant dans le Médoc et assez éloigné de l'offre culturelle. Habituellement, cette fondation fait venir les
les jeunes de Pauillac à l'Opéra de Bordeaux. Donc elle a frais de début, c'est via le mécénat, elle leur permet de participer à des répétitions, à des représentations. Là, c'était plus le cas. Donc on a imaginé avec cette fondation un nouveau dispositif, un parcours pédagogique autour du ballet en 3 étapes. La première étant la retransmission, il reste quand même une base un peu de digital, hein, la retransmission d'un spectacle qu'on avait capté. La deuxième étant l'envoi d'une box pédagogique. Donc là, encore une fois, je pense que c'est toute la créativité du secteur culturel qui s'exprime. Une box pédagogique qui a été imaginée par notre service d'action culturelle. Et donc, c'était tout simplement une grande enveloppe craft avec dedans plein de petites choses qui racontaient l'histoire du ballet, une carte postale, un acte de naissance, une lettre d'un danseur aux élèves, un chausson de danse, par exemple. Les élèves de Pauillac ont pu, pendant une semaine, un petit peu réfléchir autour de cette box. Et puis, dernière étape, puisqu'ils ne pouvaient pas venir à nous, on est venu à eux. Et avec 2 danseurs du ballet de l'Opéra national de Bordeaux, on est allé les voir pour finaliser un petit peu ce parcours pédagogique. Donc là, encore une fois, créativité du secteur culturel, créativité conjointe avec les mécènes pour apporter la culture là où elle n'est pas. Je voudrais juste rajouter une partie de ma question à Camille, c'est le fait que finalement, les uns et les autres, vous avez retrouvé entre guillemets la générosité du mécénat qui existait à ses débuts aussi, c'est-à-dire l'abandon des contreparties. On revenait en quelque sorte à du mécénat sans contrepartie, voire des personnes qui abandonnaient leurs billets pour ne pas se faire rembourser ou ce genre de choses. Donc ça, c'est peut-être un élément que vous pouvez compléter, Fanny, et puis du coup, ce sera intégré aux différentes questions. Oui, alors nous, ce dispositif donc d'abandon de remboursement de billetterie transformé en don, c'est effectivement quelque chose qui a, enfin pour nous, ça a été un formidable élan de générosité du public, un élan spontané. Et un peu comme pour Camille, on n'avait pas encore travaillé l'aspect, on va dire, particulier du mécénat. Et là, on a vraiment tous ces spectateurs qui se sont positionnés, qui ont souhaité nous soutenir. On a à peu près un tiers des spectateurs qui ont abandonné tout ou partie de leur billetterie sous forme de dons. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ils nous recontactent en nous disant, voilà, finalement, un peu à la faveur de la crise, mais un petit peu par hasard, je suis devenue mécène. Et en fait, bah, du coup, qu'est-ce que je peux faire demain? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble après cette première expérience? Camille, je crois que vous avez en fait vu un peu les mêmes choses. Oui, en fait, ça se complète tout à fait. Et si je pourrais ajouter quelque chose par rapport à Fanny, c'est que je pense les spectateurs ont découvert une certaine forme de militantisme pendant cette période, de soutien à la création, de soutien à la culture, de soutien à notre salle. On a aussi accueilli notamment le concert Unisson et on l'accueille à nouveau la semaine prochaine, donc de soutien aux artistes lyriques. Et c'est vrai que voilà, le public, les mécènes se sont vraiment beaucoup reconnus dans toutes ces actions. Et sinon, du côté des grands donateurs et des fondations familiales, c'est vrai qu'on a, pour notre part, observé vraiment une augmentation du montant des mécénats en général. Et sur les entreprises, en fait, comme nos projets sont pour la plupart des projets sociétaux, donc à la fois la maîtrise populaire de l'opéra comique, dont vous avez dû entendre parler, mais aussi un projet comme les séances relax, qui nous permet de donner accès à l'opéra comique à des personnes en situation de handicap cognitif. Donc pour l'un comme pour l'autre, les projets ont continué. Pour les séances relax, on n'a pas pu accueillir ces personnes, mais on a trouvé des différentes formes pour continuer quand même à garder le lien. On a aussi formé des équipes en interne et on a en fait continué ces projets. Et la maîtrise populaire ne s'est jamais arrêtée. Donc ces 120 enfants, dont la moitié viennent de quartiers prioritaires, ont continué à aller à l'école, à apprendre toutes les disciplines enseignées par la maîtrise populaire. Et ils ont même pu monter sur la scène de l'opéra comique en avril dernier, même s'il n'y avait pas de public. Et c'était très fort pour nos mécènes de pouvoir assister à cela, même à distance en fait. Bénédicte, c'est ce que vous m'avez dit, c'est que finalement, comme vous êtes une association, donc avec des membres, vous, le paradoxe a été que la plupart des membres sont restés et que finalement, ils vous ont soutenu dans cette période alors qu'ils n'avaient plus accès à l'établissement, alors qu'ils n'avaient plus accès à toute une série de contreparties. Alors, je précise, ce sont des membres personnes physiques. Et je rajoute juste un point, vous m'avez dit qu'aussi, vous avez profité de cette période pour réfléchir à comment mieux atteindre les jeunes en tant que membres potentiels.
Oui, donc effectivement, le premier jour du confinement, on s'est posé la question, mais que faisons-nous? Et la première question, c'était comment est-ce qu'on garde le lien avec nos membres? Et puis, on était en fait en période de préparation d'une assemblée générale, donc on voulait un petit peu mobiliser les membres et on cherchait le moyen de le faire. Assez vite, on s'est dit qu'il fallait créer une plateforme de contenu parce que notre site internet est essentiellement jusqu'à présent transactionnel, avec du contenu certes sur les projets de mécénat financés, mais pas tant de contenu que ça, de storytelling sur voilà, les belles histoires qu'on avait à partager avec les amis. À ceci s'est ajoutée une inquiétude, une première inquiétude qui était la disparition du programme d'activité si important pour nos membres. Les Amis de Versailles, en fait, un des rôles de l'association est de faire en sorte que les membres soient heureux d'être membres. Ça passe par un programme d'activité. Quand un ami de Versailles est content d'une belle visite, en général, le don arrive derrière. Donc, c'était très important. Et donc là, on s'est dit, mais c'est terrible. Donc, ce programme d'activité, pour le quantifier, hein, il faut comprendre qu'on organisait en 2019 plus de 250 activités dans l'année. Donc, vous voyez, ça fait 4 jours sur 7 à peu près, c'est important. Et donc là, il y avait toutes ces interventions qu'on devait annuler. Alors, dans le contexte où on réfléchissait à cette plateforme de contenu pour continuer à parler de nos projets, on s'est dit, ben voilà, on va surtout mettre du contenu sur les activités. Et on a commencé à rappeler toutes les personnes dont les activités étaient annulées, les intervenants, les conférenciers, pour leur dire, ben, est-ce que voilà, vous êtes confinés comme nous chez vous? Est-ce que vous nous feriez un petit sujet, mais avec votre téléphone? Donc on a beaucoup bricolé. Mais on a eu une très bonne réponse, une très bonne réceptivité de cette initiative. Et c'est comme ça qu'on a monté notre plateforme en moins d'un mois, et cette plateforme, du coup, continuera à exister. Donc, on a appelé ça les Chroniques des Amis de Versailles, avec des thématiques donc, sur voilà, visiter Versailles, découvrir, enrichir la connaissance de Versailles, les projets de mécénat. Et là, de la même manière que pour les intervenants, l'architecte en chef nous a dit, mais Bénédicte, moi je suis au château, si vous voulez, je vous tourne un petit sujet sur la bibliothèque du Dauphin, qui est le projet qui est en restauration actuelle. Donc, c'était parfait pour nourrir justement la plateforme qu'on créait. Et puis, 2 rubriques importantes aussi, puisqu'on organise beaucoup de visites qui ne sont pas qu'à Versailles. On a créé une rubrique Vue pour vous, pour contribuer à nourrir les Amis de Versailles sur l'activité culturelle hors les murs, mais en lien avec historique ou artistiquement avec Versailles. Et surtout, évidemment, du côté du château, parce que, bien sûr, le château de Versailles a développé des moyens numériques importants sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. Mais l'important, c'était que là, nous avions le rôle d'amplifier cela avec une rubrique du côté du château, où en fait, avec notre blog, nous mettions à disposition de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ce que le château postait sur les réseaux sociaux. Donc, une manière d'amplifier cela. Et puis, le 3e sujet, alors je reviens sur les activités quand même, parce qu'en faisant cela, finalement, les membres dont les activités avaient été annulées on dit, bon, ben oui, on comprend. Et nous aussi, du coup, on a eu une transformation importante des remboursements en dons de la part de personnes qui étaient plutôt consommateurs d'activités culturelles, comme profil parmi nos amis, que donateurs. Et donc, de ce fait, on a effectivement créé de nouveaux donateurs, donc à peu près 200, qui ont effectivement transformé les inscriptions, au lieu de demander le remboursement. Et on a eu une petite collecte de dons qui était... Alors, bon, les chiffres ne sont pas très importants, parce qu'on parle de... Mais en termes de nombre de membres et de donateurs, c'est important. Et la dernière case, la dernière dimension, c'est les jeunes, effectivement. Donc... Depuis 2016, nous avons créé une adhésion pour les jeunes, qui s'appelle une adhésion Jeune Ami, donc qui va de 0 à 25 ans, qu'on gère en 3 tranches d'âge, 0 à 10, 10 à 15 et 16-25. Et en fait, là, la difficulté, c'était que ces jeunes, effectivement, ils étaient contents de venir au château, y compris les enfants qui emmènent leurs parents au château. Et là, tout ça s'écroulait. Et cette plateforme numérique devait contribuer aussi à les nourrir, à les alimenter, à leur raconter de belles histoires. Et puis ces jeunes, dans les jeunes plus grands, là, on avait aussi un enjeu important parce qu'à partir d'août 2019, il est arrivé quelque chose d'important pour nous qui est le Pass Culture. Alors le Pass Culture, nous sommes montés dans le train dès le début en nous disant mais c'est intéressant et en disant au ministère de la Culture mais s'il y a ce Pass Culture, est-ce qu'un jeune qui a 500 € et 300 € maintenant peut dépenser 50 € dans une adhésion Jeune Ami? Et la réponse a été oui. Donc on est monté dans le train et on a développé le Pass Culture alors même qu'il était en test à partir du mois d'août 2019 dans 12 départements qui ne sont pas, dans lesquels Versailles n'est pas, je rappelle.
Et on a développé, à partir d'août 2019, alors les chiffres ne sont pas très importants, c'était une adhésion par semaine, mais avec ces jeunes qui clairement avaient une attente par rapport à cette société d'amis, de se dire mais moi je veux participer, je veux faire quelque chose, alors même que dans le Pass Culture on écrit bien en gros le château de Versailles est gratuit pour vous, donc qu'est-ce qu'ils vont payer 50 €? C'est qu'il y a une attente de dire mais je veux en faire partie, je voudrais voir comment je peux contribuer, participer. Et là, évidemment, confinement, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Donc les jeunes, du coup, on les a animés et un certain nombre de jeunes ont créé, entre eux, donc indépendamment de moi, un projet de jeu de piste dans le château en faisant des groupes de travail entre eux, en Zoom, pour créer des contenus avec des énigmes et préparer l'organisation, dès que cela sera possible, d'un grand jeu de piste dans le château, auquel participeront notamment tous nos nouveaux jeunes amis Pass Culture. Merci beaucoup. J'avais une question très rapide avant de passer la parole à Monia. Le pass jeune, c'est de 0 à 25 ans? Alors, la carte jeune ami, c'est de 0 à 25 ans, oui. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font de 0 à 5 ans? Ils ont quoi? De 0 à 5 ans, déjà, la carte avec une photo de bébé permet à un grand-père, une nounou, une grande sœur de rentrer dans le château pour emmener le bébé, de lui faire admirer, alors il est dans les jardins quand ils sont payants avec les fontaines, mais la galerie des glaces, des lustres. La nounou, le grand-père, l'oncle, le parrain prend des photos, ça contribue à créer l'attachement. Quand l'enfant a 10-12 ans, regarde le château de Versailles, etc., tous ces enfants, ces jeunes avec qui on crée un attachement très jeune, ce sont les amis de demain. Je voudrais quand même aussi dire, parce que c'est une anecdote, j'en ai pas beaucoup dit comme ça, mais mon plus jeune mécène a 12 ans. Je suis arrivée en 2014 et en fait, j'ai découvert qu'un jeune garçon de 12 ans avait fait don de son cadeau de Noël pour la restauration de la Méridienne, le boudoir de Marie-Antoinette. C'était 20 €, mais ensuite, ce jeune garçon est rentré dans le cercle quand on a créé les Jeunes Amis. Il a fait un stage découverte de 3e dans mon équipe. Il part pour faire des études en histoire de l'art actuellement. On reste en contact et il fait de temps en temps des dons. À chaque fois qu'il s'inscrit à une activité, il fait un don. Voilà. Merci, c'est très impressionnant, effectivement. Monia, en fait, tu as répondu à une partie de ma question avant, c'est-à-dire finalement la fidélité d'un certain nombre de mécènes. Mais peut-être ce qui m'intéresse, et de manière assez courte, parce qu'il nous reste 20 minutes à peu près, c'est du coup comment vous avez travaillé en co-création, en coproduction, parce que là, tu demandes en fait un investissement très important en temps, en capacité intellectuelle à tes mécènes. En fait, c'est le principe du départ, en fait. C'est-à-dire que quand on aborde un partenariat, on réfléchit. Là, je te donne un exemple. La Fabrique artistique citoyenne, c'est c'est d'abord, en fait, la Fondation KPMG qui travaille depuis 10 ans en direction des lycées professionnels et qui connaît les cibles, qui connaît les jeunes gens, etc. Et c'est avec eux qu'on se met autour de la table et qu'on se dit, tiens, on est au Châtelet, qu'est-ce qu'on fait? Ce théâtre musical populaire que Thomas Loriot-Di-Prévost tend à rendre vraiment accessible, encore plus aujourd'hui, entre la comédie musicale, les concerts intimistes ou les battle pro, ou enfin, il y a des pratiques artistiques très différentes et très ouvertes dans le théâtre musical. Eh bien, c'est comment on réfléchit à avoir des pratiques artistiques différentes et de les faire éprouver aussi par ces jeunes gens. Donc, c'est ensemble. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que pendant cette crise du Covid, vous rappeliez tout à l'heure l'engagement des jeunes gens, très jeunes. Et je repense à l'école de la philanthropie. Je crois que c'est la Fondation de France et les fondations Rothschild qui ont mis ça en place dans les classes, où on apprend aux jeunes, donc CM2, de dire on fait une action philanthropique. Et je trouve que ce temps suspendu a aussi ouvert chez les jeunes gens un soutien aussi pour les établissements publics, et de dire que nous, on avait aussi des jeunes, on a un programme qui s'appelle Robin des Bois, et qui offre une place à des jeunes ou des gens inaccoutumés du théâtre musical. Et effectivement, il y a eu un remboursement. Et on a constaté ça, surtout c'est les jeunes gens. Et de dire aujourd'hui, voilà,
Alors, comme tu disais tout à l'heure, Camille, c'est un acte militant engagé, mais comme ils sont aussi engagés sur le climat, etc. Et aujourd'hui, le mécène, c'est nous tous, en fait, dans notre engagement aussi et dans notre accompagnement. Et en fait, la contrepartie, elle est comptabilisée, bien sûr, etc. Mais je pense que dans cette période, elle était pas la priorité des mécènes. Je veux ceci, je veux cela. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on réfléchit. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un engagement beaucoup plus fort à dire c'est quoi ce monde culturel et comment notre activité à tous est essentielle, en fait, pour notre mental. Je posais à Adèle une question qu'on n'a pas vraiment abordée, mais je sens que vous voulez aussi intervenir un peu sur ce que disait Monia, sur cet engagement, sur cette réflexion. Ce que je vous propose, c'est en fait ma première question, elle porte plutôt sur les très grands philanthropes en France. Et le paradoxe, en tout cas pour moi, c'est que les très grands philanthropes aux États-Unis qui font partie de la société American Friends of the Louvre, ils ont continué à, entre guillemets, aider le Louvre et la France, alors même qu'eux-mêmes rencontraient d'énormes difficultés aux États-Unis. Donc c'est un peu sur ce public spécifique. Ouais. Et voilà, et après je vous poserai ma deuxième question. D'accord. Il y a beaucoup de questions. Alors, dans l'ordre, juste en préambule, c'est très important ce qu'on a dit sur l'engagement, ce que vous avez évoqué sur l'engagement et sur la notion presque militantisme, cette volonté des gens d'intervenir, d'être présents, de montrer leur solidarité dans cette période à l'égard des institutions culturelles, ce lien à recréer. Et c'est vrai que cette crise du Covid, ça a été une crise de la rupture du lien, la distanciation sociale, la distanciation physique. Et quand on échangeait avec nos partenaires et nos mécènes, il y avait toujours cette volonté de se dire non pas bon, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous souhaitez, c'est comment on se reconstruit ensemble et collectivement du lien. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on en est tous d'accord, tous et toutes d'accord, c'est un lien qui a été, c'est un objectif concret. Et quand on parle peut-être aujourd'hui, quelles sont les leçons à tirer de cette crise et ces mutations du mécénat, c'est de se reposer encore plus la question de nos projets autour de la notion d'engagement, de comment emmener les publics sur nos projets et comment recréer du lien à chaque fois. Et ça, c'est vraiment une des leçons. Et c'est pas déconnecté du tout de la question sur les grands mécènes et les Américains, puisque les publics américains, quand on reprend la structuration des visiteurs du musée du Louvre, c'est donc, quand on est hors Covid, c'était 10 millions de visiteurs en 2019, 75% de visiteurs étrangers, 25% de Français, et à peu près 1,5 million de visiteurs américains. Donc il y a déjà ce lien très fort entre le Louvre et les publics américains, mais j'ai envie de dire entre les États-Unis et la France, du point de vue du patrimoine, de tout ce que... on a vu l'élan de solidarité côté américain, évidemment, au moment de l'incendie de Notre-Dame. Et moi, ce que je tire comme leçon, c'est cette volonté de recréer du lien. On ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas venir en France, on ne pouvait pas aller aux États-Unis. Et les grands mécènes américains, via la fondation, via les American Friends, ont vraiment toujours, durant cette période, où on se voyait par Teams et par Zoom, toujours posé la question, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire, que ce soit Bank of America également, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour aider le musée du Louvre? Et dans l'autre sens, on avait cette même volonté et ce même souhait, et c'est là qu'on reparle des contenus. On revient toujours à la notion de contenu, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Évidemment, de nombreux mécènes nous ont demandé la possibilité de venir tourner au Louvre, et donc je reviens là-dessus, on était fermé, donc on pouvait organiser des tournages très régulièrement, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, pour proposer des contenus, et j'ai envie de dire, c'est là où c'est la chance qu'on a pu avoir dans cette période, c'est de sortir des sentiers battus. C'était plus seulement autour des grands chefs-d'œuvre, autour des œuvres connues, des espaces, de la pyramide. Non, on a pu aller, un de nos mécènes nous a demandé une vidéo sur les restaurateurs et les ateliers du musée du Louvre qui travaillent sur les cadres, sur les dorures, sur les boiseries. Comment est-ce qu'ils travaillent? Quelle est leur formation? On est rentré, j'ai envie de dire, enfin, derrière, dans les coulisses, sur des vies du quotidien, ces métiers qui font tourner, et je pense que c'est pareil à l'Opéra, au Théâtre du Châtelet, et ça, parce que cette période nécessitait de redonner du sens et du lien, et c'est ça, cette notion de créativité qui a pu s'exprimer à ce moment-là, c'est ça qui fait, quand on parle aussi du petit mécène, j'ai envie de dire jeune, 12 ans, au grand mécène
qui est présent depuis de nombreuses années. On en revient aussi à cette notion de fidélité. Effectivement, au Louvre, on est surtout sur des projets pluriannuels, et cette fidélité, elle n'a pas disparu à ce moment-là. Du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est il y avait quand même un mouvement, me semble-t-il, dans les institutions culturelles au sens large, pour avoir une réflexion, alors très classiquement sur l'éducation artistique et culturelle, l'empêchement, mais on a vu aussi apparaître des problématiques environnementales, des problématiques d'insertion sociale au sens large. J'ai vu pour la fondation Daniel Inna Carasso qu'il y avait de plus en plus de prise en compte de ces critères. Et là, finalement, on change un peu le lien, me semble-t-il, entre le mécène et l'institution, en y intégrant de nouvelles dimensions de citoyenneté, d'engagement, de réflexion sur la société. Vous l'avez déjà évoqué, mais peut-être compléter juste sur ce point, à moins que vous voulez... alors, oui, Fanny, du coup, est-ce que vous avez ressenti aussi un peu ce même mouvement ? C'est vrai on en parlait lors de l'intervention précédente, la table ronde précédente sur soutien à des projets, par exemple. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une tendance assez naturelle à se diriger de plus en plus vers du mécénat donc croisé, comme le disait Anne-Claire Page, donc plutôt culture et solidarité, culture et accessibilité, plutôt que sur un mécénat plus classique, sur une production ou... voilà, et donc ça rejoint ce qui a été dit déjà plus tôt sur l'engagement de ces mécènes, sur vraiment cet engagement, cette volonté de nos mécènes. Le point commun, je pense, qu'il soit du Louvre, du Château de Versailles, de l'Opéra Comique, du Théâtre du Châtelet, c'est qu'ils ont une passion pour notre art, et nous, aujourd'hui, on leur demande de nous aider à transmettre cette passion. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a repositionné la manière dont on leur demande de nous accompagner. Merci. Du coup, je vais passer à Bénédicte la parole à Bénédicte, parce que vous êtes différent du château, vous êtes la Société des Amis. Est-ce que ce n'est pas le château uniquement qui porte ces problématiques d'engagement social, de respect de l'environnement, ou est-ce que vous-même, en tant qu'amis, vous avez une réflexion, voire des actions dans ce domaine ? Non, pas vraiment, parce que nos missions statutaires sont très claires, qui sont contribuer à la préservation, restauration et l'enrichissement des collections, plus largement faire rayonner ce patrimoine. Donc on est vraiment sur les dimensions financières. Mais quand même, la dimension sociale, on le voit en attirant des jeunes, avec notamment ces jeunes qui arrivent du Pass Culture. C'est très, très intéressant de voir leur motivation, ce besoin d'engagement. En fait, encore une fois, le château est gratuit pour eux, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Et là où c'est magique, c'est quand on voit, alors je ne les ai pas tous connus, on a généré avec le Pass Culture 190 adhésions. Et aujourd'hui, moi depuis 2016, on a généré plus de 600 adhésions Jeunes Amis, et j'en ai 300 de cotisations actives aujourd'hui, dont un certain nombre des Pass Culture que j'ai cités. Mais quand on leur dit, mais pourquoi est-ce que vous avez pris cette adhésion finalement ? Les réponses sont, j'ai toujours rêvé d'emmener ma grand-mère au château de Versailles. Bon, voilà. Et ce jeune, il se fait plaisir comme ça, parce qu'en fait, la carte est une carte duo. Et il y a un mot qui a été dit, on a parlé d'engagement, un mot qui n'a pas encore été prononcé, c'est le mot de partage. Partager une passion, partager son engagement. Et donc, justement, tous ces jeunes qu'on voit arriver, ils sont très avides de partager ce qu'ils aiment, leur passion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on crée maintenant, depuis 2019, après les Jeunes Amis, on a créé un club pour les 18-30 ans. Il y en a un autre là. Oui, on a créé un club pour les 18-30 ans qu'on appelle les jeunes ambassadeurs, et ça porte bien son nom. Voilà. Alors l'autre chose aussi sur l'engagement RSE, alors on a parlé des entreprises, vous avez dit les entreprises ne sont pas concernées. Alors justement si, on a créé une cotisation personne morale comme le permettent nos statuts depuis le mois de juin dernier, mais sur le modèle de l'adhésion individuelle pour cette notion de partage. Ce n'est pas dans l'optique du mécénat à première vue, même si ça peut être porteur de mécénat, parce que quand on aura plusieurs, c'est tout neuf, donc là on voit arriver les premières cotisations personnes morales. Quand on en aura plusieurs, bien, ce sera peut-être plus facile de les solliciter pour dire, là, le château nous appelle à l'aide pour un budget de 100 000 euros. Voilà, si 10 d'entre vous s'y mettent, ça va coûter un peu moins cher individuellement, et en plus, vous ferez quelque chose ensemble.
Sur les entreprises, ce qui est important, cette notion de partage, c'est que cette cotisation personne morale, elle va permettre à l'entreprise de partager, de faire venir, lui donner envie de faire venir ses collaborateurs, ses partenaires, ses clients au château. Je vais vous interrompre parce qu'en fait, il ne nous reste que 5 minutes. Et donc, Camille et ensuite Monia, vous pouvez peut-être répondre sur ce sujet. Et la dernière question que je vous poserai, qui sera hyper courte, c'est, bon, on est en crise, etc. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, comment est-ce que vous voyez d'un mot le après? Et donc, Camille d'abord. Donc, sur le après. Oui. Pour moi, le après, c'est fidéliser les mécènes qu'on a pu rencontrer pendant cette période, leur donner envie de revenir également au théâtre. Après, on n'est pas forcément très inquiet parce qu'on pensait que le public ne reviendrait pas ou qu'on aurait des difficultés. Et le public est là aujourd'hui à l'Opéra-Comique. Le projet social d'Olivier Mantelli était très fort. Il continue. Les projets ne vont pas s'arrêter. Et au contraire, on a des beaux projets qui arrivent et qu'on va développer dans les prochaines années, notamment avec la Coupe du Monde du rugby et pas mal de choses assez intéressantes qui arrivent. Et je pense, peut-être aussi pour faire le lien avec la question d'avant, nous, ça faisait des années qu'on avait uniquement du mécénat qui était fléché sur des projets, sur le projet social de l'Opéra-Comique, qui est très fort ici. Donc on a profité de cette crise aussi pour mesurer un peu mieux notre impact, sortir notre premier rapport d'impact. Et pendant la crise, on a vu revenir les entreprises et les mécènes individuels qui voulaient soutenir la production lyrique. Et aujourd'hui, et notamment aussi les captations et les diffusions. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. On a eu plusieurs mécènes qui nous ont aidés à filmer un spectacle et à rendre sa diffusion possible. Et je pense que cette multiplicité des projets va continuer, je pense, dans le futur. Et avec la nomination prochaine d'un nouveau directeur, on l'espère, qui sera tout aussi engagé que l'actuel. Voilà. Du coup, je vais me tourner vers Adèle plutôt, enfin, pour changer un peu l'ordre, sur la vision du futur. Même chose en quelques mots. Oui, ça marche. En quelques mots, d'abord, oui, on parlait de la Coupe du Monde de rugby. Oui, il faut s'inscrire dans les événements à venir dans les prochaines années. Il y a les Jeux Olympiques en 2024. Paris va être, et la France, avec un certain nombre d'épreuves olympiques qui vont être disséminées sur l'ensemble du territoire. C'est l'événement, avec la Coupe du Monde de foot, je pense, qui capitalise le plus de spectateurs. On va avoir une opportunité, une occasion unique, justement, de revoir cette dynamique que nous, on voit aussi en termes de fréquentation qui est en train de reprendre. L'été, on s'attend. Pour vous donner des chiffres, on s'attendait plutôt à 500 000 visiteurs au Louvre cet été, en juillet-août. On a plutôt été aux alentours de 800 000, avec un vrai retour des visiteurs européens, allemands, espagnols, italiens. Là, on sent un frémissement côté américain. Effectivement, tout est lié à la levée des mesures, barrières, etc. Donc, public asiatique, pas encore. Mais il faut partir du principe qu'on va avoir cette... si tout se passe bien, on va dire, mais on sent cette reprise. Il faut l'accompagner. Vous parliez d'écologie. Je pense que vous vouliez avoir... C'est vrai qu'au moment du début de la crise, on se pose la question, les expos, événements, est-ce que l'impact écologique de l'organisation d'une exposition, etc. Nous, on avait une réponse, une réflexion aussi qui était, quand on fait l'expo Léonard de Vinci, qu'on fait venir ces chefs-d'œuvre du monde entier, ça a un coût écologique. C'est 1 million de visiteurs, et si ce million de visiteurs va dans le monde entier visiter ces œuvres disséminées un peu partout, quel est l'impact écologique? À un moment, c'est des questions aussi de ce type qu'il faut se poser, sachant que ces expositions, au-delà du fait qu'elles font venir le public au sein du musée et des établissements, elles ont une dimension scientifique qu'il ne faudra jamais oublier. C'est un travail sur la recherche, c'est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et de travaux menés par des conservateurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, je conclurai un peu là-dessus, vous parliez des petites vidéos, effectivement, durant le Covid, je pense que des vocations sont nées. Il faut qu'on continue à accompagner. Lorsqu'on faisait nos petites vidéos d'un conservateur qui était chez lui, qui dit « alors je suis chez moi, je suis en train de travailler sur le catalogue, le bulletin de la recherche, etc. » On voyait la réaction des jeunes sur ce type, qui se disaient, voilà, on voit l'envers du décor, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est cet accompagnement qu'il faudra mener dans les prochaines années. Et en lien avec nos partenaires et avec les mécènes en particulier.
Du coup, je pense à l'empreinte écologique très rapidement parce que Anne-Claire Pache m'avait dit que l'ESSEC avait fait un gros travail dans ce domaine et qu'en fait, l'empreinte écologique était en quelque sorte la plus marquée pour le cœur de l'activité de l'école et de ses étudiants, c'est-à-dire les étudiants internationaux que toutes les écoles aujourd'hui courtisent et invitent. Ça, c'était une remarque hors sujet. Je passe la parole à Monia, justement, sur cette vision d'après, mais de manière très vraie, pour qu'on ait 5-10 minutes de questions après. Le monde d'après. Oui. Moi, il me semble que c'est intéressant tout ce qui a pu être proposé, être discuté, mais ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde, pendant cette période, disait on va réfléchir avec les articles, justement, sur l'impact. Nous, on a beaucoup aussi réfléchi dans le cadre de nos collaborations avec les artistes internationaux. D'ailleurs, je fais juste une petite anecdote, mais je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on a découvert aussi dans le cadre de conversations avec les artistes et les mécènes. On a interrogé un artiste qui s'appelle Jérôme Bell et tout d'un coup, il nous a parlé il nous racontait un peu sa vision de sa création et qu'aujourd'hui, il ne voulait absolument plus se déplacer en avion. C'était fini. Et qu'aujourd'hui, il voulait que ces spectacles, on ne publie pas des programmes, mais du coup, il demande à ses interprètes de lire les programmes. Donc, comme ça, il n'y a pas de papier, etc. Et c'était intéressant parce que tout le monde se posait et se disait « Ah oui, mais on ne va pas refaire les choses comme on les faisait avant. On va se poser et puis quand on pourra sortir et accueillir de nouveau les publics, on fera autrement. » Donc, on y a beaucoup réfléchi. Tous, je crois, les uns, je ne parle pas que du Châtelet, nous, c'est vrai qu'avec les équipes, etc., d'interroger et aussi avec les artistes. Et après, on va voir aussi quelle va être notre motivation et sur la durée aussi à avoir tout pensé, etc. Et c'est dans le cadre de partenaires comme des mécènes, justement, avec Marie-Stéphane, avec qui on a eu des conversations, la Fondation Carasso, et qui parlait des publics éloignés, etc., et qui a fait un très bon rapport sur la démocratisation culturelle. Et je vous invite, et c'est maintenant, en fait, qu'il faut continuer à être vertueux, ou en tout cas à aller dans ce qu'on s'est promis de faire. Du coup, je vais vous laisser 1 minute chacune à Fanny et Bénédicte. Je suis désolé, c'est très court, mais je vous laisse 1 minute. Je vais même essayer de faire plus court. Nous, les enjeux, c'est l'augmentation et la diversification des ressources. Ça passe par le développement du nombre de membres et l'augmentation des ressources, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé ou très peu, c'est les legs. Quand je disais 10 millions d'euros en 10 ans, ce n'est pas 1 million par an. 10 millions d'euros, là-dedans, il y a 7 millions de legs. Et quelquefois, il y a une année avec un leg de 3,5 millions. Donc voilà, donc c'est très très important. Et ça passe par le développement des membres, par le storytelling et par l'explication du schéma du leg avec charge aux membres de la Société des Amis et aux amoureux du patrimoine. Merci. Fanny ? En un mot, ça serait quand même un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que ça sera que le mécénat de demain ? Surtout, alors on a beaucoup parlé des difficultés de la culture, mais les entreprises aussi ont eu des difficultés. Encore une fois, en région, c'est peut-être spécifique. On a beaucoup de TPE et de PME. Dans la région bordelaise, beaucoup d'entreprises dans le tourisme qui ont été aussi impactées. Donc on a été aussi attentifs à leur propre santé, savoir comment ça allait de leur côté. Donc voilà, mais sinon, de manière un peu plus positive, essayer de garder cette dimension d'engagement partagé. C'est-à-dire avoir à la fois un spectateur qui me dit moi je peux donner que 10 euros, je ne peux pas donner plus mais c'est important pour moi, ou de nouvelles entreprises qui s'engagent de manière plus conséquente, voilà, comme on a pu en avoir pendant la crise. Écoutez, merci beaucoup. On va peut-être garder 1 ou 2 questions. Alors pour les questions, je vous demande s'il vous plaît de vous présenter et de poser une question et pas juste une réflexion si c'est possible, parce que comme on n'a que 2 questions, il faut économiser. Je ne sais pas. Jérôme. On n'a pas de questions. Léa a des questions venant du public en numérique, mais je vais poser une question. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans cette table ronde passionnante
autour des notions de maintien du lien, de recréation du lien avec les mécènes, avec le public, etc. Aussi le travail de création dont ont fait preuve les établissements, d'imagination. C'était absolument passionnant. Mais il y a une chose qui n'est pas apparue, et c'est plutôt rassurant, c'est que, comme vous savez, on a voté dans la loi de finances, les lois de finances pour 2019 et 2020, des mesures un peu, comment dire, de contrôle, comment dire, destinées à retenir la dépense fiscale, et notamment une mesure pour les grandes entreprises qui ramènent leur avantage fiscal de 60% à 40% lorsque elles font au moins 2 millions d'euros de mécénat par an. C'est un peu paradoxal. Vous n'en avez absolument pas parlé. L'impact de cette mesure est totalement invisible, apparemment, pour le moment. Et je dois dire que c'est assez rassurant que vous n'en ayez pas parlé, d'autant plus que les indicateurs, les chiffres que nous avons obtenus la semaine dernière de l'administration fiscale sont tous à la hausse. Voilà, excepté le nombre, et ça correspond d'ailleurs aux informations qui ont été données dans la première table ronde, le nombre de donateurs individuels s'est un peu tassé. Voilà. Donc je trouve intéressant que cette question-là ne soit pas ressortie. Alors, vous avez peut-être certains d'entre vous ont des choses à dire. Je me souviens qu'avec Adèle, nous avions parlé au plus fort du confinement, peut-être d'une alternative face au mécénat, du développement du parrainage, du sponsoring, d'une démarche plus commerciale. Adèle, si vous avez un mot à dire là-dessus, pourquoi pas? Oui, très rapidement. Oui, on n'en parle pas, mais c'est là. Je pense qu'on est dans une logique, une envie de donner des exemples positifs, d'aborder la vie de façon dynamique et positive. Non, plus précisément, effectivement, oui, on parlait des évolutions et des attentes aussi de nos partenaires et de nos mécènes. Bon, pour parler plus communément d'une approche 360 et d'aller peut-être plus loin en termes d'association et de partenariat, d'aller sur des logiques de parrainage. Et comme je le disais tout à l'heure, le développement de la marque qui vient en relais et qui est aussi un des éléments pour un grand nombre de mécènes d'une nouvelle manière d'aborder la relation avec le musée du Louvre. Donc sur des collaborations qui peuvent être très souvent avec des artistes, comme on a pu le faire en 2019 pour les 30 ans de la pyramide avec JR, Bernardo, qui ont pu faire une collaboration et des produits communs. Quand on a travaillé avec Virgil Abloh sur sa marque pour une édition spéciale, donc c'était Vuitton, etc. Donc voilà, c'est d'aller chercher de nouvelles ressources et de proposer quelque chose de nouveau et pas forcément nouveau, mais de plus approfondi avec les partenaires et de réinventer un petit peu la relation. Merci. Je crois que c'est Léa ensuite qui pose. Absolument, on va demander à Léa de nous envoyer des questions. Elle a l'air prise de court. Non, du tout. Mais bonjour à tous. Oui, alors je m'occupe du numérique. Il y a une question de Marion Dupeigne-Scoton, qui est responsable mécénat à l'Opéra de Lyon, et qui pose une question qui est un peu en rapport aussi à ce que vous disiez sur l'après, qui demande en fait finalement les innovations et les nouveaux projets que vous avez mis en place pendant le confinement. Est-ce que ça a changé votre vision et votre stratégie de mécénat pour la suite? Pour Manon. Je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je peux apporter un élément de réponse. Alors, effectivement, les nouveaux outils, et notamment tout ce qui est don en ligne et mécénat des particuliers, ça a changé la stratégie dans le sens où, effectivement, on va accélérer ce développement-là. C'était une piste de développement qu'on avait en tête et qui va être accélérée et qu'on va essayer de travailler. Et pour nous également, sur les particuliers, en fait, on a décidé que jusqu'à 1 000 €, toute la relation serait digitale et tous les avantages seraient également digitaux. Bien. Léa, d'autres questions? Est-ce que dans la salle, il y a une ou deux questions, s'il vous plaît? Anne-Claire. Anne-Claire Pache de la chaire philanthropie de l'ESSEC. J'ai une question pour tous les membres, de savoir est-ce que le développement du digital et donc de l'accès à vos lieux ou à vos spectacles à une population qui n'est pas forcément localisée à Paris est une source potentielle de mobilisation de nouveaux mécènes, notamment des mécènes internationaux, des Américains ou même des mécènes localisés ailleurs en France ou en Europe?
comme c'est une question générale, je vous propose de répondre en ligne, en quelque sorte. Enfin, dans le sens inverse de l'ordre alphabétique. Voilà. Okay. Oui, alors bien sûr, il y a eu cette question, ça fait partie de tous les sujets, je pense, qu'on a eu sur la monétisation aussi de ces contenus. Mais là, il faut être en capacité justement d'apporter un contenu qui vaut la peine d'un abonnement, d'une dépense spécifique. Nous, on a fait énormément de visites en ligne avec des conservateurs dans les salles, avec des fois des jeunes publics qui venaient découvrir un lieu, un espace et d'avoir leur réaction en direct. Et par rapport à votre question sur notre capacité à toucher des publics à l'international, ça, j'ai envie de dire, avant même la crise, les réseaux sociaux étaient un outil de sensibilisation, d'attractivité, mais avec toujours l'objectif de dire venez au Louvre, venez vivre cette rencontre physique avec un espace, avec un lieu, comme pour le spectacle vivant, ce qui est encore plus... Évidemment, c'était formidable pendant le confinement d'avoir ces moments qui avaient été portés à la télévision ou sur les réseaux sociaux pour voir des pièces de théâtre, des opéras, mais ça ne change pas. Enfin, l'objectif quand même, c'est d'être là. Voilà, dans ce lieu, de voir des artistes vivants, du spectacle vivant, des artistes qui jouent en direct et d'être en contact avec eux d'une certaine manière. Donc ça participe toujours. Voilà, le virtuel, c'est une chose extrêmement importante et pendant le confinement, ça a permis de garder le lien avec le public et de préparer la reprise, mais ça doit demeurer quand même comme finalité ce contact physique et cette venue des publics au sein des établissements, je pense. Merci Adèle. Monia ? Oui, absolument. Et nous, quand on avait fait l'expérience du festival Après-demain, en fait, les partenaires, je pense à Bloomberg Philanthropie, parce que du coup, les artistes étaient dans le monde entier, que ce soit dans le Maghreb, en Afrique, à New York, en Europe. Et on voulait absolument que le festival soit accessible à tous et gratuit, en fait. Camille ? Je pense qu'on partage à peu près tous le même, les mêmes points de vue. Donc, mais effectivement, oui. Non, oui, nous tout à fait, parce qu'en fait, cette case numérique, on ne l'avait pas tellement ouverte sous l'angle du programme d'activité. Donc d'abord ces petites vidéos de contenu, mais surtout après les visioconférences Zoom. Et donc ça plaît énormément aux membres qui sont éloignés, que ce soit en France ou à l'international. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que du coup, jusqu'où nous mène l'innovation, c'est que maintenant, nous en sommes rendus avec la réouverture des locaux à faire du Zoom en présentiel, parce que les membres de proximité qui n'ont pas Internet nous disent « mais est-ce qu'on peut venir assister à votre Zoom sur place avec d'autres qui n'ont pas Internet ?» Donc, on fait des Zooms en présentiel aussi. Et Fanny, pour terminer ? Réponse partagée comme les autres intervenants. On a eu dans le cadre de la mise en place du don en ligne, on a eu quelques dons de donateurs étrangers. Donc on était nous-mêmes étonnés d'avoir des donateurs en Italie, en Angleterre. Écoutez, merci beaucoup. Ah, Bénédicte. Parce que ça aussi, ça nous a permis de réfléchir à mieux optimiser ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est aussi pendant le confinement qu'on a créé un bouton de don sur Facebook, ce qu'on peut faire en tant qu'association charity reconnue par Facebook. Et donc là, on a une donatrice américaine qui fête son anniversaire en lançant une collecte de $200. Donc, on a collecté $77, on est content. Je crois, Robert, qu'il n'y a pas d'autres questions, on est trop serré. Pas d'autres questions dans la salle ? Ah, Francis Charon. Alors. Oui, c'est plus une remarque-question, parce que c'est une réaction, en fait. Tout à l'heure, Adèle a dit on veut donner une vision positive quand on lui a dit la fiscalité est bridée. Je crois que ce qu'il a dit est tout à fait important. Ce que vous faites, c'est vous vendez en même temps du rêve. Et je crois que c'est un facteur aujourd'hui qui est très important. Cette question de vendre du positif, du rêve, de participer à un projet collectif culturel qui est fondamental. On a été amputé de ça, mais je crois que cette question-là est vraiment n'est pas au cœur de la technique seulement. C'est par-delà la technique, elle vient au service de ce rêve. Merci Francis. Moi, je voulais remercier énormément les intervenants parce que je trouve que ça a été passionnant. Donc merci beaucoup à tous d'avoir pris ce temps et de nous avoir dit tout ça.